Alors, ceux qui sont là depuis un certain temps, vous êtes habitués. Ceux qui ne le sont pas, on y va. On a un petit sondage pour vous. On va vous faire travailler. Donc, le QR code à télécharger pour pouvoir répondre à la question. Je vous donne quelques secondes. Et une question, normalement, si vous avez suivi la journée, je crois que la réponse a déjà été donnée. Donc, ça ne devrait pas être complètement nouveau. On passe à la question. Alors, le taux d'emploi en France est de 69%. Quel est-il dans les QPV? 45%, 50% ou 55%? Ah, on vote, on vote. Il y a des gens qui connaissent bien le sujet ou qui ont bien suivi les tables rondes aujourd'hui. Je crois que vous êtes à peu près tous d'accord, 88% pour dire que le chiffre est de 45%. Il est de 45,5%, donc bravo à tous ceux qui ont trouvé, même si on aurait préféré que ce soit un autre chiffre. Alors en effet, parce que ce chiffre est assez étonnant, on entend partout que les entreprises ont du mal à embaucher. Est-ce que l'entreprise aurait aussi du mal à fidéliser? Avec notre prochaine table ronde, on va regarder ce qui marche pour favoriser la diversité en entreprise. J'accueille Fabien Clerc, journaliste à News Events et Factory, et ses invités, Emmanuel Baumgartner, Arnaud Muret et Majid El Jaroudi. Merci Fabien. C'est bon. Merci. Alors effectivement, c'est pas gagné. Le chiffre qu'on vient de voir montre que malgré des efforts et des engagements de long terme, c'est pas encore le taux d'emploi n'est pas encore homogène partout sur nos territoires. Pour démarrer ensemble et pour explorer les solutions, les leviers d'action pour la diversité en entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir donc Arnaud Muret, qui est le directeur général de l'OPCO EP, l'OPCO des entreprises de proximité. On va en parler dans quelques minutes. Emmanuel Baumgartner. Chère Emmanuel, vous êtes directrice adjointe en charge des politiques diversité, égalité et handicap chez Radio France. Donc un des grands médias publics. Et vous êtes la pilote du programme transversal dont on va parler, Égalité 360 degrés. Et Majid El Jaroudi, vous êtes, j'ai presque envie de dire, avec une double casquette ici. À la fois, vous êtes conseiller au CESE, Conseil économique, social et environnemental, et on parlera du fait que c'est aussi un lieu dans lequel se construisent, s'imaginent les politiques, peuvent se formuler des propositions pour la société civile. Puis vous êtes surtout le directeur général de l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale, dont on va parler dans quelques instants. Je propose pour démarrer qu'on regarde d'où vous parlez, ce que sont vos stratégies, et puis Emmanuel, on peut commencer ensemble. D'où partons-nous aujourd'hui si on regarde chez Radio France? Alors, on a compris qu'il y avait une stratégie puisque vous êtes dans la fonction aujourd'hui. C'est quoi la situation? Bonjour à toutes et tous. Donc oui, effectivement, il y a une stratégie. C'est une stratégie d'ailleurs qui n'est pas nouvelle parce qu'en fait, la cellule diversité-égalité à Radio France, elle s'est créée dans les années 2000 à travers la mission handicap. Et progressivement, elle s'est intensifiée, elle s'est structurée. En 2013, Radio France a était la première entreprise de médias d'ailleurs du secteur public à se voir décerner le label diversité. Et puis de fil en aiguille, nos actions se sont encore plus développées. Et en 2021, on a lancé donc ce programme qui s'appelle Égalité 360, qui en fait a la particularité d'articuler à la fois nos politiques internes et tous les relais qu'on peut en faire à travers nos 7 antennes auprès de nos 15 millions d'auditeurs et auprès de tous les publics de nos événements musicaux et nos concerts qui sont donnés par nos 4 formations musicales. Pourquoi? Parce qu'en fait, Radio France est un acteur et un média de service public.
À ce titre, nous sommes empreints d'une mission de service public, d'une mission qui nous lie à nos auditeurs et à tous nos publics, mais qui nous lie aussi à nos salariés. On a plus de 5000 salariés en CDI, CDD à Radio France et beaucoup de contrats qu'on dit de CDDU, en fait, qui sont des personnes qui viennent sur nos grilles pour des périodes de nos grilles d'été ou d'hiver, en fait. Tout dépend dans quel sens, un peu comme le temps scolaire d'ailleurs. Donc, par rapport à ça, nous, on a ce lien de confiance et de cohésion qu'on veut mettre en œuvre et qui se traduit par nos engagements en matière d'égalité, de diversité. Donc nos 4 engagements, c'est égalité femmes-hommes, inclusion des personnes en situation de handicap, lutte contre les discriminations, et je garde le meilleur pour la fin, puisque c'est le sujet de ce sommet, c'est l'égalité des chances et la diversité sociale et des origines. D'où la logique de 360 degrés. Et donc l'idée, c'est de coordonner déjà ce qui se faisait sur le terrain dans les différentes Voilà, donc en fait, on a réuni sous une bannière commune toutes ces actions qui étaient menées par nos différentes entités. Donc on n'a pas réinventé de nouvelles actions, simplement on les a structurées pour leur donner encore plus d'impact et pour jouer notre rôle d'acteur de l'inclusion. Et vous avez poursuivi dans la logique de diversité et de labellisation Oui, on a poursuivi. Donc en fait, 2013, donc on a notre premier label AFNOR, puis renouvelé tous les 4 ans. Et en 2022, on a postulé pour la double labellisation, donc diversité, égalité. Et double labellisation qui nous a été décernée, qui nous a été confirmée à la suite d'un audit en 2024. Et pourquoi on est attaché aussi à ces labels? C'est pas juste pour avoir un label, parce qu'un label, évidemment, ça nous engage, mais ce label-ci, il nous permet aussi de compter. Et on est convaincus, et on le sait tous, et on en a parlé depuis ce matin, et Saïd Hamouche en a parlé et d'ailleurs la ministre en a parlé dès 9h du matin, c'est que si on ne compte pas, on n'avance pas. Donc on a développé aussi notre propre outil de mesure, une météo égalité 360, on aime l'appeler comme ça parce que ça nous permet aussi de suivre et de piloter nos indicateurs, mais on sait aussi que c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous rend aussi notre action crédible puisqu'elle est partagée. Et qu'elle est partagée avec notre présidente, puisque ce programme, il est porté par notre présidente Sybille Veil, par tout le comité de direction et par ensuite tous nos managers et évidemment nos salariés, puisqu'on a un vrai enjeu d'engagement sur le terrain. Arnaud, on continue. Alors, vous représentez ELOP-COEP, les entreprises de proximité, qu'est-ce qu'on met comme réalité derrière? Et puis, ce que sont les stratégies de ces entreprises en matière de diversité et d'inclusion? Eh bien, écoute, merci déjà pour l'invitation de partager des réflexions autour du thème de la diversité. Nous, déjà, on n'est pas comme en Radio France, dans le sens que rien que le nom Radio France, on sait ce que c'est. Donc, l'ELOP-COEP, je vais juste présenter ce que ça veut dire et qui on est, parce que ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Notre métier, c'est de financer ce qu'on appelle l'alternance, l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, et puis la formation des salariés, et d'accompagner ce qu'on appelle les branches professionnelles dans leurs travaux d'observation et de certification. L'OPCO des entreprises de proximité, toutes les entreprises en réalité se définissent dans la proximité avec leurs clients, mais nous, il y a une dimension à la fois géographique, opérationnelle, je vais y venir, mais qui sont ces entreprises? Il y en a 442 000 au sein de l'OPCO-EP. En effectif, ça fait 3 millions de personnes. Vous allez voir qu'en ETP, en équivalent temps plein, ça fait que 2 millions. Et ce sont les entreprises qui flattent votre estomac. Les bouchers, les charcutiers, les boulangers. C'est les entreprises qui vous rendent belles et beaux, coiffeurs, esthétiques. Ce sont les entreprises qui vous chaussent, qui vous habillent. Ce sont les entreprises qui embellissent votre intérieur, avec les animaux de compagnie, les fleuristes, les chiens, les chats. Et puis on va de la vie à la mort, c'est-à-dire que de l'assistante maternelle en passant par les personnes qui sont dans votre domicile jusqu'au funéraire. Et donc si vous prenez aussi une rue piétonne, c'est 80% de l'activité d'une rue piétonne. Puis vous avez le taxi au bout de la rue piétonne, il est aussi à l'OPCO-EP. Vous voyez, c'est tous ces métiers
que nous couvrons. Donc en fait, des métiers qui sont consubstantiels à la vie. Et pour faire le lien, bien évidemment, avec le thème du jour, c'est que comme ce sont des métiers qui sont consubstantiels à la vie, vous les trouvez autant en milieu ruraux qu'en milieu urbain. Et donc finalement, tous ces métiers sont où il y a des gens. Et donc dès qu'il y a un village, il peut y avoir ces entreprises-là. Et c'est là où on se pose toute la question, finalement, comment, dans des publics qui peuvent être soit éloignés de l'emploi ou tout simplement parce que la vie a fait qu'ils ont moins de contacts que les autres, on les emmène vers tous ces métiers qui, de prime abord, ils sont tellement présents dans nos quotidiens qu'on n'y pense pas. C'est-à-dire que finalement... C'est fou, ça. On les voit pour les autres, on s'aperçoit qu'on... Après... Bon, il y a eu les émissions de télé qui ont magnifié certains métiers comme Top Chef. Les métiers de bouche. Les métiers de bouche. Bon, ça amène des choses. Et alors, pourquoi je vous parlais de ces entreprises de proximité, c'est que ce sont des très vieux métiers qui se sont bien évidemment adaptés. Ouais. Mais ce sont des métiers qui existaient avant la Révolution française, où en fait l'apprentissage a toujours été la modalité de rentrer dans le métier. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être Bac+5. Si vous voulez devenir coiffeur, il faudra faire un CAP. C'est-à-dire que vous n'entrez dans tous ces métiers que par l'apprentissage. C'est déjà une singularité, quasiment tous. Autre chose, c'est que ce sont des métiers finalement qui sont très structurés en termes d'ordre, en termes d'organisation du travail. Et de fait, ils sont complètement diffus dans nos sociétés, très présents. Et ce sont des métiers aussi très réglementés. Alors, je vais vous prendre un exemple parce qu'il y a eu dans beaucoup de quartiers de régions en France, on a voulu développer ce qu'on appelle les barbeurs, en fait les barbiers en français, tout simplement. Et en fait, sachez que être barbier est une spécialité de la coiffure. Il faut être d'abord coiffeur et ensuite on a le droit d'avoir la spécialité. Or, dans certaines régions, des régions d'outre-mer, on a favorisé, on s'est dit finalement si on apprend aux gens à couper la barbe, ils vont pouvoir s'installer, ils vont pouvoir créer des métiers. Ça a été vécu comme des métiers qui permettent une émancipation sociale. Sauf que, et donc ça s'est développé très bien, sauf que là, la profession des coiffeurs, elle a été dire, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut un diplôme, il faut une spécialité. Et puis aujourd'hui, on a trouvé une façon on va dire, de régulariser, parce que ça ressemble à ce qu'on appelle des VAE, c'est-à-dire valorisation des acquis de l'expérience, pour régulariser la situation des personnes qui s'étaient formées comme barbiers sur le tas. Donc ce sont des métiers où on a envie d'y rentrer souvent un peu comme ça, mais en réalité, une technicité. Et puis il y a toute une réglementation. Vous ne pouvez pas vous installer sur ces métiers de la même façon que esthéticienne. Là aussi, c'est des métiers de proximité. Beaucoup de personnes ont l'impression que, entre guillemets, avec quelques connaissances, on devient esthéticienne. Non, c'est un métier aussi qui est très réglementé. Et les esthéticiennes qui travaillent la kératine, les poils, même si le cheveu est de la kératine, elles ne peuvent pas toucher aux cheveux. Donc, et là encore, c'est de la réglementation. Vous voyez, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que dans beaucoup de cas, ces métiers ont souvent été vus comme les premiers marchepieds pour aller vers l'emploi, aussi se donner une autonomisation. Et pour autant, c'est des métiers qui sont structurés avec des compétences qui sont réglementées. Et là, des opérateurs comme nous, on est là pour accompagner les gens. Sachant qu'on a la ressource, et comme on l'évoquait sur la séquence précédente, extraordinaire, qui est celle de l'apprentissage, qui permet à la fois de former à ces métiers, de financer sa formation, quel que soit le niveau. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir identifier les viviers, ou que les viviers vous identifient avec la trajectoire qui mène à ces métiers. Si je peux prendre encore un peu la parole sur le thème en deux mots, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit déjà des tensions démographiques sur tous ces métiers. On voit aussi, et on le voit même en Ile-de-France, je veux dire, les sujets dont on parle aujourd'hui, même parfois on a l'impression que les déserts ruraux
sont les lieux où il y a des problèmes pour capter de l'emploi. Et par ailleurs, on se dit les jeunes en milieu rural, ils ne pensent pas aller vers ces métiers. Mais en réalité, même en milieu urbain, vous avez en fait des zones qui sont très mal desservies en transport en commun, des zones où en fait donc je parlais des transports en commun, mais même et de fait où il n'y a plus beaucoup de ces fameux commerces dits de proximité, donc on n'a plus toute cette représentation. Et ces gens sont pas loin des autres qui ont besoin de leurs compétences, qui auraient besoin de leur énergie. Et comment, à ce moment-là, on crée le lien, alors qu'à vol d'oiseau, on est parfois quelques centaines de mètres les uns des autres, et ça ne se parle pas. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment on recrée ce lien social, comment on le tend, et comment, à cette jeunesse qui a aussi envie de bouger, on lui tend les bras pour aller vers ces métiers. Et on verra tout à l'heure qu'il y a un contexte qui peut aider, mais il faut trouver les voies. Mon cher Magid, on peut parler un petit peu de la DIV, ce projet un peu étonnant parce qu'on est sur un sujet auquel que je n'aurais pas associé à ces stratégies d'inclusion. Et en réalité, c'est un levier un peu différent sur lequel vous travaillez. De quoi s'agit-il ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis en effet donc, le délégué général et fondateur de la DIV, c'est l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai créé ça en 2009, donc ça remonte. Ouais. À l'origine, en fait, moi, je travaillais sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers prioritaires, parce que j'estimais qu'il y avait un allant entrepreneur, il y avait une volonté d'entreprendre dans ces territoires, et il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui s'intéressaient à ce public, en particulier avant les émeutes de 2005. Et petit à petit, on a accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui sont devenus eux-mêmes entrepreneurs. Et on s'est souvent issus de minorités, souvent installés dans les quartiers. Et on s'est rendu compte que ces entrepreneurs, en fait, ils rencontraient un plafond de verre et ils avaient du mal à développer leur entreprise. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a des réseaux qui existent et qui sont très bien structurés, qui vont faire de l'accompagnement à la création d'entreprises. On devrait peut-être procéder un peu différemment et aider ces entrepreneurs qui sont déjà installés à développer leur activité, à pérenniser leur activité, à travers l'obtention de nouveaux marchés. Et donc, on a créé la DIV avec cette focale de connecter des entrepreneurs avec des services achats de grands comptes, de multinationales. La question de la diversité, elle a souvent été traitée par les grandes entreprises sous l'angle RH. Mais en fait, on peut la régler d'une autre manière, c'est en diversifiant son réseau de fournisseurs, en faisant appel à des entrepreneurs qui sont sous les radars, qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sont sur une minorité, parce qu'ils sont dans des territoires qui sont difficiles d'accès. En soutenant ces entrepreneurs-là, on fait de la promotion de la diversité aussi en interne. C'est intéressant parce que c'est l'étape suivante. On a eu l'impulsion de la création et puis on peut avoir derrière la frustration, la déception d'avoir du mal à trouver un marché et à vivre. Et dans le fait de sensibiliser ces directions d'achat, l'idée, c'est de leur ouvrir un vivier. Exactement. En fait, imaginez-vous, les marchés publics en France. Les marchés publics, c'est à peu près 120 milliards, je pense. En Ile-de-France, ça doit être 30 milliards d'euros d'achat. Ouais. C'est une puissance d'achat considérable. Il y a pas une multinationale ça, c'est l'État. Qui achète autant. Une entreprise comme Airbus, ses achats à l'année, c'est 30 milliards d'euros. Ouais. Juste une entreprise. Si on combine toutes les entreprises du CAC 40, c'est des centaines de milliards d'euros d'achats qui sont effectués tous les ans. C'est un levier considérable pour soutenir l'économie locale, permettre l'émergence de chefs d'entreprise qui ressemblent à la diversité française et surtout créer des emplois parce que souvent ces entrepreneurs, ils sont implantés dans des territoires fragiles et ils ne sortent pas de ces territoires-là. Donc ce levier-là, il est un peu méconnu et pourtant, je pense que c'est un levier qui va prendre de plus en plus d'essor et d'importance dans les années à venir. Et alors, quelles entreprises engagez-vous ? Vous disiez le CAC 40, c'est des très grands groupes, on a de tout et ça donne quoi derrière ? Parce qu'il faut éduquer la direction des achats à des modes de fonctionnement qui sont parfois très cadrés. Ouais, c'est très difficile. Donc, on s'appuie essentiellement sur un réseau d'entreprises américaines parce qu'aux États-Unis, à travers le Small Business Act,
il y a un dispositif qui oblige les grandes entreprises à travailler avec des entrepreneurs issus de minorités. Ça, c'était avant. Ce dispositif est en train d'être détricoté actuellement par l'administration Trump, mais pendant des années, chez eux, ça existait depuis 50 ans. Ouais. C'est un dispositif qui avait été mis en place par Richard Nixon, c'est dire. Et donc, on s'appuyait essentiellement sur ces entreprises-là qui avaient en interne, alors là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des logiciels qui permettent d'identifier les entrepreneurs, de les classer, etc. Donc, ils avaient déjà les outils et les process. Donc, on a beaucoup travaillé avec les entreprises américaines. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est très difficile actuellement parce que l'administration Trump empêche tous les programmes de diversité et d'inclusion. Mais néanmoins, on a réussi à créer quand même un réseau d'entrepreneurs en Europe. Et on est en train de pivoter là actuellement pour faire en sorte que ces entrepreneurs apprennent à collaborer les uns avec les autres. Et c'est très intéressant de voir, on a des entrepreneurs originaires du Suriname qui sont basés à Amsterdam dans la tech, qu'on va connecter avec un entrepreneur indien qui est à Berlin et avec un développeur d'origine marocaine qui est à Toulouse. Et là, c'est l'Europe de demain. Parce que cette stratégie-là, c'est intéressant, c'est qu'on est sur une initiative française, mais ce n'est pas une démarche franco-française. Il y a d'autres pays déjà engagés dans des démarches similaires. Alors c'est très intéressant parce que les pays, quand j'ai créé en 2009, j'ai fait un benchmark aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'était déjà un peu développé. Pour ce qu'on vient d'évoquer comme stratégie, comme loi. Et voilà. Et il y a d'autres pays qui avaient embrayé, donc le Canada, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Australie. Le point commun avec tous ces pays, c'est qu'ils ont fait face à une histoire soit liée à la colonisation, soit liée à l'immigration, très très forte. Et en Chine en particulier, bon, ça a été un coup d'épée dans l'eau, hein, mais ça avait été mis en place pour les Jeux Olympiques de Pékin, pour dire on accueille le monde, on va faire en sorte que tous les Chinois, quelle que soit leur ethnie, puissent participer au développement des JO. Et donc, aujourd'hui, en Europe, on a développé... Alors, l'initiative en Europe, elle est partie d'Européens, mais vous voyez aussi les pays dans lesquels on est implanté, ce sont des pays qui ont fait face à une immigration qui date. Donc, c'est des populations issues d'immigration de deuxième, de troisième génération qui sont là dans le pays depuis très longtemps et qui rencontrent des phénomènes de discrimination également. Et donc en Italie et en Espagne, c'était différent. On va être sur du commerce de proximité, justement. Nous, notre public, c'est plutôt du public B2B, donc des entrepreneurs qui proposent des services à d'autres entreprises. Et donc ça, on ne les trouvait pas dans les pays du Sud, avec une migration plus récente. On les trouvait dans les pays un peu plus du Nord, donc c'était la Suède, c'était les Pays-Bas. Enfin, la Suède et l'Allemagne, un petit bémol aussi, c'est parce que la crise migratoire de 2015, en fait, il y a énormément d'entrepreneurs qui se sont installés dans ces deux pays. Et au bout de 5 ans, 6 ans, ils avaient l'envie de recréer des boîtes. Et donc, on fait face à un essor entrepreneurial dans ces pays du fait des populations migrantes. On va regarder ensemble ce que sont et ce que peuvent être les leviers d'action. On a vu le paysage, il est intéressant à observer, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a une grande entreprise avec Emmanuel, mais une grande entreprise qui est à la fois média, donc qui rayonne dans la société, qui est une grande entreprise à capitaux publics. Donc, c'est peut-être 3 raisons suffisantes, une seule suffirait, pour pousser à ces stratégies, et à structurer un peu avec la mise en place de 360 degrés. Concrètement, comment est-ce qu'on construit les leviers pour développer cette diversité à l'antenne, dans les services, partout dans le territoire, parce que vous êtes partout, vous aussi. Alors, on est partout, puisqu'on a 44 stations locales avec notre réseau ici, et on a 6 antennes nationales. Donc, ils cumulent à elles toutes, nos 7 antennes, environ 15 millions d'auditeurs. Quotidien, sans compter toute la force de frappe qu'on peut avoir via les réseaux et via notre application. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Et en fait, on est très proche des gens, puisque les gens, en fait, la radio de service public, elle appartient à tout un chacun. Tout le monde a quelque chose. Je ne dis pas qu'on est comme la SNCF, mais un peu, tout le monde a un avis sur un programme qui a été donné. On rentre dans le quotidien des gens. C'est Fabienne Synthèse qui le disait très bien, qu'on rentre dans les salles de bain, on rentre sous la douche, dans le bain, dans les cuisines, dans la voiture. On est un peu comme vous aussi, dans des métiers où on parle de gens, d'histoires de gens toute la journée. Donc, on a à la fois cette proximité avec nos auditeurs et nos publics et ce lien qu'on a
pour mission de créer. Et à la fois, on s'est rendu compte, et on le voit tous les jours dans nos programmes de recrutement, c'est que les gens ont du mal à venir chez nous, non pas parce qu'ils ne veulent pas venir chez nous, mais juste ils ont l'impression que notre maison de 110 000 mètres carrés au cœur de Paris, qui est magnifique, qui est toute ronde, mais qui a des portes qu'on ne voit pas forcément, ils ont l'impression qu'elles sont fermées, ces portes. Ils ont du mal à se projeter en se disant « Ah non, 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 c'est pas pour moi, jamais on me prendra, jamais je réussirai à rentrer ici. » Là, j'ai Claire qui est avec moi parce qu'elle travaille en alternance à mes côtés. Bonjour. Et elle vient de Nancy. Ouais. Elle se disait « Mais jamais j'arriverai à venir ici. » Et on a des programmes d'alternance, de stage, où on a des témoignages de jeunes qui nous disent « Mais moi, jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais ma place chez vous. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les stages. On accueille à peu près par an 400 jeunes en stage de plus d'une semaine. Donc, ce sont des stages des universités. On avait tout à l'heure le président de France Université, voilà, avec qui on travaille beaucoup. On travaille beaucoup avec France Université. On a des stages de période de mise en situation en milieu professionnel. On a les stagiaires 3e, seconde, qu'on compte pas dans ces 400, mais l'année dernière, on en a accueilli avec Claire, on en avait plus de 200 à la Maison de la Radio qui sont venus pour découvrir nos métiers. On travaille beaucoup sur l'alternance. Il faut savoir qu'on a 900 journalistes à Radio France et qu'on essaye, on a cet enjeu aussi de renouveler, de préparer l'avenir avec des métiers du journalisme qui évoluent sans cesse, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui arrive. Et on a aussi, tous les ans, on accueille 15 alternants journalistes pour 2 ans. Ouais, en même temps, il y a des voies de formation, il y a quelques écoles et finalement qui ne sont pas très nombreuses. Il y a qui sont 15, les viviers naturels. Voilà, les viviers naturels, et on est en collaboration avec eux, en partenariat, avec 15 écoles de journalisme reconnues par la profession. Donc vous allez me dire, bah, vous en prenez 15 et vous avez les 15 écoles. Comment on fait? Alors comment on fait? En fait, on travaille avec des organismes, on travaille avec la Chance Média, qui est en fait une structure qui aide les jeunes hors école de journalisme, à se doter de tous les outils méthodologiques qui leur permettent d'accéder à nos antennes et comme les autres, exactement comme les autres qui rentrent via les écoles de journalisme, à accéder à nos métiers. Donc en fait, tous les ans, sur les 15 jeunes qui rentrent pour 2 ans, on en prend 2 hors école. Alors vous allez me dire, 2 versus les 900, comment va-t-on faire? Mais en fait, je vais vous dire, voilà, la mer, Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà, j'allais dire, la mer ne se vide pas la petite cuillère, mais je préfère avoir une démarche constructive et positive. Et donc 2 plus 2 plus 2 plus 2, et bien en fait, là, depuis qu'on a créé ce partenariat avec la Chance Média, on a presque une demi-promotion déjà qui intègre progressivement nos antennes. Et voilà, et ça fait force d'exemple aussi pour les autres, parce qu'ensuite, eux aussi vont aller raconter, je sais plus tout à l'heure, c'était Kira qui racontait le parcours de Mohamed Ouafsi. Et ben voilà, nous, en fait, on va aller chercher dans les quartiers, mais on va aller chercher aussi sur les territoires, parce qu'on ne sait pas forcément qu'on a plein de parcours de journalistes qui nous racontent, qui viennent de Picardie, de l'Est, de Savoie, et qui ne seraient jamais arrivés chez nous s'ils n'avaient pas eu ce petit élément déclencheur. Mais là, il y a une nécessité de constituer un réseau, de fonctionner avec des réseaux sur les territoires. On fonctionne avec des réseaux, oui, bien sûr. Bien sûr, on fonctionne avec les réseaux. Alors là, je vous ai raconté ce qu'on faisait sur l'alternance journaliste, mais on fait la même chose aussi sur l'alternance dans nos fonctions dites support. Et donc là, on travaille avec Mosaïque RH, avec l'APEC, on travaille avec Cap Emploi, on travaille avec tous les acteurs, les missions locales, tout le réseau des missions locales, qui est un réseau énorme dans lequel on fait connaître et savoir nos programmes d'égalité des chances. On a lancé en 2021 un programme qui s'appelle l'Académie d'été des antennes, où on recrute tous les ans des jeunes pour nos grilles d'été qui veulent être attachés de production, animateurs de nos radios locales, éditeurs numériques, réalisateurs. Donc là, en fait, depuis 2021, on en a fait rentrer à peu près 150 des jeunes qui ont fait leurs premières armes chez nous. Ils n'avaient ni réseau ni contact pour avoir leur premier pas dans la radio. Et sur ceci, on en a à peu près 40% qui continuent
des collaborations chez nous. Donc Cyrine, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est venue, qui a grandi voilà, au nord de Paris, qui n'avait aucun contact. Bon, en fait, maintenant, elle a travaillé avec Ali Rebéi. Elle est programmatrice de l'émission Au grand bien vous fasse. Ouais. Elle est passée à l'antenne et elle continue, en fait. Donc, elle poursuit son chemin comme ça. Ouais, et donc, quand on crée du lien et quand on développe les réseaux, s'il y a un effet boule de neige ou ça... Il y a un effet boule de neige, mais il prend du temps, cet effet boule de neige. Enfin, vous le voyez aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans des... Voilà, qu'on vient au sommet de l'inclusion économique, qu'on veut faire connaître nos politiques, et on sait aussi que les jeunes, entre eux, ensuite vont se parler. En fait, voilà, c'est un travail de tous les jours et qui se mesure, encore une fois, mais qui aussi s'incarne avec des preuves concrètes. Les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui veulent rentrer chez nous, ils vont nous dire c'est gentil vos belles paroles, mais des preuves en fait. Voilà, et ces preuves, elles vont se traduire par nos voix d'antenne, qui vont aussi après aller incarner nos programmes d'égalité des chances. C'est pour ça qu'en fait notre organisation à 360, elle nous permet aussi à la fois de travailler en interne et puis d'avoir la preuve sur nos antennes aussi. Mon cher Arnaud, alors on a un sujet commun qui est avec Emmanuel, qui est de trouver des réseaux, d'aller sourcer. C'est quoi les leviers aujourd'hui activables? Comment d'ailleurs vous pouvez contribuer? On a parlé de la voie de l'alternance, à aller chercher des populations éloignées de vos entreprises présentes partout. L'exemple de Radio France, il est vraiment saisissant lorsque vous dites il y a des gens de Picardie, il y a des gens de l'Est, mais finalement, comment ils viennent? Il y a une question derrière le sujet que l'on pose, c'est aussi la mobilité des personnes. Et donc, il y a la mobilité intellectuelle, il y a la mobilité physique, et pour autant, on sait que les populations auxquelles on pense, à laquelle on a envie de s'adresser, elles ont cette envie de mobilité, qu'elle soit géographique ou intellectuelle, ils ont envie. Donc comment on leur tend la main et comment eux-mêmes s'inscrivent dans ces démarches. Alors, sur la jeunesse, il y a une chose qui est saisissante, c'est qu'aujourd'hui, on a tous... et ils ont tous des smartphones d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire qu'en fait, la modalité d'échange avec toute cette jeunesse doit passer, me semble-t-il, par ces outils numériques. D'ailleurs, il est très courant de discuter avec des jeunes qui sont en seconde, de vous dire mais moi je ne sais pas faire un mail. En revanche, ils savent utiliser Snapchat, tout ce que vous voulez, mais à fond. Le mail n'est pas du tout... C'est un truc de vieux déjà, le mail. Je suis désolé pour tout le monde, mais je ne vois pas beaucoup de jeunes de moins de 16 ans, mais on est vieux. Et en fait, le mail est déjà un formalisme très particulier, et eux, avec leurs réseaux sociaux, ne sont pas du tout là-dessus. Et pourquoi je pense à eux en particulier, c'est que tous les métiers dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle de l'infra-bac, où vers 14-15 ans, on leur dit alors, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et donc, il va falloir qu'ils se projettent. Ils savent que la voie générale n'est pas forcément celle où ils ont plus envie, ils ont envie de faire autre chose. Et donc, il va falloir qu'on leur qu'ils trouvent une autre façon de contacter. Ça veut dire que les entreprises qui sont pourtant, et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un petit clin d'œil à ces métiers séculaires, et vous voyez, ces métiers séculaires, il faut qu'ils rentrent dans tout ce qu'il y a de la plus grande modernité. C'est-à-dire pour avoir cette jeunesse qui va continuer à venir vers eux. Et ça, c'est assez saisissant parce que d'un côté, vous avez ces personnes faire du pain. Vous voyez, ça fait des décennies qu'on fait du pain, des siècles qu'on fait du pain. Il nous faudra toujours des boulangers, même s'il y a de l'IA, j'en sais rien. Ils l'utilisent d'ailleurs, l'IA. Et il leur faut ces jeunes. Et donc nous, au niveau de l'OPCOEP, ce qu'on a développé, c'est un hub de ce qu'on a appelé de l'alternance sur le principe des sites de rencontres. Donc c'est la même techno. Du matching. C'est du matching. En fait, en quelques minutes, une entreprise est capable de générer en fait une annonce assez standard. Et de l'autre côté,
un jeune est capable en quelques minutes de générer son CV. J'ai pas besoin de CV, je réponds à quelques questions. Exactement, je réponds et ça lui fait quelque chose d'assez standard parce qu'il n'y a rien de pire. Je pense qu'autour de vous, je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois, mais quand vous prenez un jeune qui a 15 ans et vous lui dites faites-moi un CV, qu'est-ce qu'il voulait qu'il vous dise à part je suis au collège machin, je fais éventuellement du sport. J'ai fait un stage à Radio France si j'ai de la chance. Voilà, j'ai fait mon stage de découverte en 3e, qui est d'ailleurs ce qu'on s'aperçoit sur les métiers dont je vous parle, la première porte d'entrée, c'est ça. Mais déjà, même par rapport à notre public, il faut qu'il le trouve, ce stage de 3e. Nous, aujourd'hui, pour nous, c'est une véritable préoccupation. D'ailleurs, tous ces métiers dont je vous ai parlé, qui sont incarnés dans les branches, c'est une véritable préoccupation. Ils en sont même, je ne veux pas dire friands, mais ils se disent, c'est là nos gisements. C'est là qu'il faut qu'on fasse découvrir à tous ces jeunes, en 5 jours, qui nous sommes. Et là, je vois souvent, je suis invité à ce qu'on appelle les remises de prix pour les meilleurs apprentis de France dans les différents métiers. Souvent, vous apercevez que c'est, pour la plupart d'entre eux, en 3e, ils cherchaient un stage, ils ne trouvaient rien, ils ont poussé la porte de la charcuterie à côté de chez eux. Le type, il a dit, c'est fantastique, meilleur apprenti de France en charcuterie. Bon, à la base, il cherchait un stage de 3e pour faire plaisir à tout le monde, et il termine meilleur apprenti de France, super charcutier. Donc ça trouve des vocations, mais c'est là. Et donc, comment ? C'est pour ça que je parlais des plateformes, ces métiers séculaires, comment en fait avec ces outils on permet à ces jeunes de venir, parce que le numérique, on critique souvent cet outil-là, mais ça abolit les distances, ça abolit ces distances à la fois géographiques et humaines, parce qu'à un moment donné, cette intermédiation permet à des gens de se rencontrer. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure les questions des CV et ainsi de suite, mais quand vous avez des outils qui neutralisent un peu ce biais, et bien à ce moment-là, vous apercevez que le facteur humain reprend le dessus et la mayonnaise, elle prend. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des petites structures dans lesquelles, vous savez ce que sont les TPE et les entreprises artisanales, c'est que vous avez un dirigeant qui est obligé un peu de tout faire. C'est compliqué de développer les outils et vous fournissez la plateforme et l'outil. Ouais. On fournit la plateforme et je voudrais attirer l'attention sur une chose, je peux vous dire que ce sont des métiers qui, je ne veux pas vous dire qu'ils sont friands de la diversité, mais ils n'ont, je peux vous le dire, très sincèrement, aucun préjugé là-dessus. Ils n'ont pas d'a priori, mais contrairement à ce que vous pensez. Et à ce que l'on pourrait penser dans la représentation populaire. Je ne vais pas vous faire mon curé chez les nudistes et tout, avec les trucs, vous savez, les films de Paul Prébois d'il y a 30 ans, qui étaient la caricature de la France profonde avec les petits artisans très, très raides. Je peux vous dire que ça, c'est très très loin. Qu'au contraire, vous avez en France, que dans ces entreprises-là, une appétence pour toute la jeunesse du monde. Et ils en font même l'éloge bien plus souvent que vous ne pouvez le penser. Et que ce sont même souvent les premiers à faire le siège des préfectures pour faire bouger des lignes, parce que cette jeunesse, ils la trouvent remarquable. Moi, je peux vous dire que je suis DG de cette OPCO. Le nombre de sollicitations que j'ai pour faire bouger des lignes. Je leur dis, je ne suis pas la préfecture, moi je ne peux pas vous aider, je peux vous donner que le numéro, je peux faire des choses. Et ce n'est pas du tout l'archaïsme en se disant des exploitants. Non, pas du tout. Il y a une vraie tension dans ces métiers-là. On dit qu'il manque plus de 350 000 personnes. Là, autant dans l'industrie, il y a certainement des vrais problèmes que je nie pas. Dans d'autres secteurs d'activité, même dans les métiers de l'habillement et de la chaussure, c'est des métiers en grande transformation, attention. Mais pour le reste, il y a vraiment, si vous voulez, une appétence. Il y a une demande d'emploi. Et tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement les questions de transition démographique. Nous les voyons arriver. Dans certaines régions en France, la question qui se pose, c'est qu'il y a moins de jeunesse. C'est pas que les métiers sont moins attractifs, ils sont pas là. Et l'autre problème, c'est la mobilité, parce que quand vous avez 16 ans, 17 ans, vous n'avez pas le permis de voiture, le permis de conduire. Il n'y a pas dans beaucoup de petites agglomérations des bus, transports en commun, les transports en commun. Pas, Donc, et
Il n'y en aura pas tout de suite. Et Non. donc, il y a une vraie question après d'aménagement du territoire. Mais là, c'est encore un autre sujet. Oui, mais qui sera la brique supplémentaire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est en fait, ce que tu montres, Arnaud, c'est qu'il y a un pragmatisme dans les petites boîtes. Il n'y a pas d'histoire de concept. Nécessité fait loi. Et ils ont aussi la volonté de transmission, mais pas uniquement de transmission de compétences et de leur savoir. Il y a la perspective d'un papy-boom, de générations entières d'artisans, de petites boîtes qui vont prendre leur retraite et pour lequel le drame, c'est de ne pas avoir de repreneur. Et ça, c'est un sacré moteur. Et c'est à l'inverse un moteur d'attractivité. C'est que je peux pousser la porte de mon boulanger parce que je cherche un stage. Finalement, je fais mon stage de découverte du métier en 3e. Et puis, je trouve ça pas désagréable. Et mon boulanger va me dire, mais tu sais, par la voie de l'apprentissage, alors si c'est en 3e, après il y a la découverte des métiers où le boulanger peut aller témoigner une demi-journée en classe de 5e, 4e. Mais tu sais, d'abord, c'est des métiers qui ne vont pas disparaître. Si tu as envie, je te prends comme apprenti. Et quand on se projette de dire, mais si tu es bon, c'est peut-être toi demain qui seras le patron de la boîte. Là-dessus, je rebondis, mais c'est complètement ça. Et même aujourd'hui, ce que nous observons, c'est des jeunes qui ont fait des bacs généraux, souvent pour flatter leurs parents en disant, t'as vu papa, t'as vu maman, répondre à l'injonction. J'ai fait ça. Maintenant, tu me fiches la paix. Je vais faire mes coiffeurs, je vais faire tous ces métiers pour une raison qui est simple, c'est exactement ce que tu dis. Ils voient ça comme des entreprises. Ouais. C'est des jeunes très ambitieux. Je vous dis, là, moi, je suis vraiment sans me poser de questions. Je les vois et on discute avec eux. Ils ont 18 ans, ils ont eu leur bac, ils ont la tête sur les épaules, ils vous disent « Ah bah, je fais mon truc, là, j'en ai pour 1 an, 2 ans. Ensuite, je fais 3-4 ans dans le métier. À 25 ans, je suis vieux, je m'installe. » Bon. C'est énorme, mais ils voient ça comme ça. Ouais. Et ils se voient vraiment, il y a une ambition, il y a quelque chose. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur métier, comme tous ont été apprentis, il est totalement légitime qu'ils aient cette démarche. Et c'est quelque chose de complètement accepté. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte, et puis je me tourne aussi vers Magid, qui est un observateur du corps social au CESE, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte, on est encore nos 25 points d'écart, en prenant les QPV, mais 25 points d'écart, alors qu'on a bien le début de contexte de tension démographique. C'est quand même dingue. Écoutez, l'année dernière, on a organisé un colloque au CESE qui s'intitulait donc Quartier urbain populaire, parlons solutions. Et en ouverture de ce colloque, j'avais demandé au président du comité histoire de la politique de la ville de venir nous faire un petit recap de la politique de la ville, ça commence quand, ça s'est passé comment, etc. Et j'avais demandé également au directeur du musée d'immigration de venir avec lui. Et ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on fait une intervention ensemble. Parce que la question des quartiers populaires s'est retrouvée télescopée par la question de l'immigration. Et la question de l'immigration, c'est devenu un enjeu politique essentiel qui rythme les débats politiques de notre pays. Et du coup, on se retrouve à parfois mal nommer les choses. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. Et quand on parle de diversité, on ne sait plus trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des territoires? Est-ce qu'on parle de l'origine? Est-ce qu'on parle de la couleur de peau? Parce qu'on peut être noir et être français depuis 200 ans. Hein. De quoi parle-t-on? En fait, et ce malaise, en fait, il contribue à ce que les taux qu'on a indiqués restent les mêmes. Parce qu'on ne sait pas comment on traite le sujet. Et donc, c'est notre rôle aussi, nous, acteurs de la société civile, de réussir à faire en sorte d'avoir des acteurs qui ont du mal à discuter les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on essaye de faire au CESE. Ouais. Alors, au CESE, c'est très, très dur. Parce qu'au CESE, je sais que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais grosso modo, c'est la 3e chambre de la République. Et on se saisit, ou on est saisi par le gouvernement, ou on se saisit de sujets. Et pour éclairer le gouvernement sur les lois qu'il faut, etc. Mais au CESE, c'est une organisation où il y a très peu de petites organisations comme les miennes et beaucoup de syndicats. Et donc les syndicats ils vont préempter le dialogue et le débat. Et donc ça va être difficile d'aborder des sujets qui sont très modernes avec des organisations qui sont très vieilles. Donc, et ça, je le vois, et c'est dur. Et je pense que partout, et je crois qu'on a bientôt fini, partout, en fait, dans tous les espaces, si on veut vraiment que les choses changent, peut-être qu'on devrait commencer à nommer les choses différemment et, voilà, et à parler.
C'est une bonne reco et une proposition. Et on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a un message? Si on veut accélérer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, moi j'abonde vraiment exactement dans ce que vous dites. Je préfère au terme diversité, moi je préfère le terme d'inclusion en fait. Parce que pour moi, pour nous, à Radio France, la diversité, elle englobe en fait toutes les différences, toutes les origines, tous les genres, toutes les origines démographiques, culturelles. Et c'est un peu dans cette logique qu'on travaille et qu'on travaille auprès des jeunes, parce que vous en parliez tout à l'heure. Et j'ai pensé justement, ça m'a rappelé aussi notre venue au World Skills, où on était présent avec France Info, qui avait un atelier radio, et qui est en fait cet énorme lieu de rencontre en fait de tous ces jeunes qui sont passionnés des métiers dont vous parlez et que vous représentez. Et pour nous, c'est très important d'être présent dans ces endroits, parce qu'on sait que la radio, les jeunes l'écoutent de moins en moins, en tout cas dans son format classique et traditionnel qu'on connaît. Et donc, nous, on a cet enjeu aussi d'avoir des métiers en tension, sur lesquels on a besoin que des jeunes arrivent, parce qu'on a un enjeu aussi de relève. Et c'est peut-être là aussi qu'on se retrouve sur nos convictions sur la diversité et l'inclusion, et sur le fait qu'il faut qu'on réussisse à mettre en place des dispositifs tous ensemble, parce que c'est aussi une démarche très collective pour faire avancer et progresser. Et Arnaud? En un mot, moi je pense qu'il faut poursuivre le travail et favoriser tous les outils qui contribuent à abolir les distances, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient dans la forme intellectuelle. Tout ce qui abolit, et donc le numérique, est un des leviers, mais pas seulement. Il ne faut jamais oublier le facteur humain, qui est l'élément déterminant. Absolument. Merci beaucoup. Je vous remercie d'applaudir Emmanuel Baumgartner, Majid El Jaroudi et Arnaud Muret. Merci à vous. Merci à vous, merci Fabien, merci aux invités.